Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je me présente Rémi Lefebvre, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques et avec Zachary Sadek qui est à côté de moi et qui est étudiant en médecine et membre du CA de l'université. Eh bien, nous allons animer cette deuxième table ronde du Forum des Libertés. Voilà, je suis très heureux d'être là ce soir. Alors, Zachary, dans quelques instants, va présenter notre invité. Ce soir, il va s'agir de discuter des libertés académiques. Je reviendrai un petit peu dans quelques instants sur cette notion qui n'est pas forcément toujours bien connue. En tout cas, on va en parler ce soir. Donc l'idée ce soir, c'est de discuter de l'université comme lieu d'indépendance intellectuelle, d'émancipation, de pluralisme, dans un contexte effectivement où il y a, alors je ne sais pas si c'est vraiment un danger, mais en tout cas il y a des menaces aujourd'hui qui pèsent sur ces libertés académiques. Voilà, Zachary, je te laisse présenter, avant d'évoquer aussi la manière dont on va fonctionner ce soir, notre invité. Merci Rémi, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Michel Deneken. Bonsoir. Vous avez 64 ans, vous êtes professeur en théologie catholique à l'Université de Strasbourg, vous enseignez depuis 1989. Vous obtenez en 1987 l'habilitation à diriger des recherches qui porteront notamment sur l'histoire des dogmes, sur les questions liées à la mort et à la résurrection de Jésus. Vous avez également traité de l'ecclésiologie, des questions œcuméniques et de la théologie allemande du XIXe siècle. De 2013 à 2017, vous étiez directeur de l'unité mixte de recherche droit, religion, entreprise et société. Vous avez été doyen de la faculté de théologie catholique de 2001 à 2009, premier vice-président de l'Université de Strasbourg de 2009 à 2016, puis depuis 2016, vous êtes son président. En 2017, votre établissement suscite la polémique par la mise en place avortée d'une procédure presse afin de rendre la communication extérieure plus efficiente. Certains membres de votre communauté universitaire ont considéré cela comme une centralisation de la communication et une possible censure de l'expression académique. Nous en discuterons. Durant votre mandature, vous avez pris publiquement position sur les questions étudiantes, notamment contre l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extracommunautaires et sur la situation des étudiants pendant la crise sanitaire en déclarant qu'ils sont prisonniers à domicile. Et en 2018, sur la thématique des libertés étudiantes, un climat anxiogène selon vos termes s'abat sur l'Université de Strasbourg avec une occupation agressive de vos locaux, des agressions d'étudiants et des menaces de mort à votre encontre. Vous réagissez notamment à ces menaces inqualifiables en manifestant de la tristesse à l'égard des auteurs, mais en ajoutant qu'à président, ça ne porte pas plainte, donc nous traiterons notamment des limites de ces libertés. C'est mon côté gaulliste, ça. Rémi, je te rends la parole. Alors, avant de passer la parole à notre invité pour à peu près une demi-heure d'intervention, je veux dire quelques mots quand même sur cette notion, mais très brièvement, de liberté académique. Et puis après cette demi-heure d'intervention, évidemment, on pourra échanger. Alors, les libertés académiques en France, elles ne sont pas dans la Constitution à proprement parler, à la différence du cas allemand, mais je crois que vous allez revenir sur cette question tout à l'heure. Elles ont été consacrées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans les années 80, milieu des années 80, mais on trouve trace de ces libertés académiques dans 3 articles du Code de l'éducation que je voudrais simplement rappeler pour poser un petit peu les termes du débat. Donc dans le premier article, je vous épargne le numéro, on y lit qu'à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. On trouve un autre article où il est question de ces libertés. Je cite: « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir. Il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leur possibilité de libre développement scientifique, créateur et critique. » Enfin, dernier article du Code d'éducation, les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent Code, les principes de
tolérance et d'objectivité. Hein, donc ces deux principes, tolérance et objectivité, qui sont souvent posés donc en limite de ces libertés académiques. Alors, pourquoi ce soir s'interroger, donc la question qui nous occupe ce soir, c'est des libertés académiques en danger, point d'interrogation, puisqu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, on observe un certain nombre d'évolutions assez inquiétantes qui tentent à remettre en cause assez frontalement parfois des enseignants-chercheurs et aussi le pluralisme qui doit présider, qui doit exister dans l'université. Donc on a effectivement eu ces dernières années des volontés d'imposer de manière réglementaire des contenus d'enseignement. On a eu une polémique autour de, entre guillemets, l'islamo-gauchisme qui a conduit la ministre de l'Enseignement supérieur à diligenter, même si ça n'a pas vraiment abouti, une enquête du CNRS sur ces questions. Hein, et je voudrais rappeler, pour lancer un petit peu aussi le débat, les propos du président de la République, Emmanuel Macron, qui, je crois, donc en avril 2020, déclarait de manière assez, me semble-t-il, attentatoire à sa liberté académique. Le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux. On pourrait aussi évoquer la pénalisation des manifestations, des mouvements étudiants sur les campus. Bref, c'est la question qui va nous occuper ce soir. Les libertés académiques, qui sont un principe extrêmement important de notre République et du fonctionnement de l'université, ont été réinscrits à l'agenda politique. On rediscute de ces questions, même si souvent le grand public a une vision un petit peu floue de ces libertés académiques. Et c'est un des piliers de l'université aujourd'hui qui est discuté. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc, Michel, je vous passe la parole pour une intervention de 20 à 30 minutes, et puis ensuite, on engagera la discussion. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Il faut que je résiste à la tentation de parler du sujet que je préfère, c'est-à-dire de moi. Je voudrais simplement dire que Zacharie l'a peut-être oublié ou a peut-être voulu l'oublier. Je pense être une assez intéressante incarnation de la liberté académique. Parce que la première liberté académique, c'est de se choisir les responsables qu'on veut. Les universités élisent les présidents. Même si on a des ministres, l'actuel par exemple, qui rêvent que cela change. Il se trouve que la communauté universitaire de Strasbourg a élu, déjà chose très grave, un théologien catholique, mais en plus, vous le savez, ça a été polémique, je suis prêtre. Et je n'ai pas renoncé à mon ministère, ni à mon appartenance à l'Église catholique, et surtout pas quand je soutiens le pape qui défend les immigrés et les naufragés. Donc je le dis parce que l'Université de Strasbourg n'a pas cédé à des pressions ou à des passions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je suis d'ailleurs plus attaqué par les milieux catholiques intégristes que par la gauche laïque. Donc je dirais, excusez-moi ce petit moment de narcissisme. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État, puisque un syndicat a été jusqu'au Conseil d'État, le Conseil d'État n'a pas du tout argué sur la laïcité me concernant. Hein, c'est-à-dire que on a dit il peut être président d'université parce que tout simplement la Déclaration universelle des droits de l'homme, non pas celle de Cassin, mais ils ont évoqué celle de 1789, permettent à tout citoyen d'être égal en droit et en devoir vis-à-vis des autres. Ce qui est intéressant, et alors pour l'anecdote, le rapporteur public qui a fait trancher l'affaire en ma faveur s'appelle Frédéric Dieu. Ce qui fait que le Canard enchaîné a dit « Si Dieu est pour lui, qui sera contre lui ?» Pendant ma campagne électorale, par exemple, j'ai vu l'ignorance de beaucoup de chercheurs sur ce qu'est la liberté. Je vous donne un autre exemple, après j'arrêterai de faire le guignol. Il y a tout un lobby qui a dit « Attendez, si Denneken est président, il doit obéir au pape, et donc toutes les recherches en biologie, le pape est contre l'avortement, il va interdire toutes les recherches biologiques sur le vivant, etc. » Bon. C'est mal connaître
le peu de pouvoir ou le pouvoir d'un président d'université. Bon. Donc, en ce qui me concerne, à titre de mon éthique personnelle, mais je suis prêt à me faire interroger là-dessus, moi, ma ligne, c'est celle de saint Thomas d'Aquin, dont j'estime qu'il n'est pas obligatoirement le livre de chevet des Lillois, mais saint Thomas d'Aquin développe un principe de l'intérêt général et du bien commun qui dit qu'un chrétien ne doit pas prendre la défense des chrétiens, il doit prendre la défense du bien commun. C'est-à-dire qu'au-dessus des appartenances religieuses, politiques, il y a le vivre ensemble d'une société avec ses pluralités, ses conflits. Et maintenant, j'ai un deuxième mandat et j'ai été mieux élu la deuxième fois que la première fois et j'ai cartonné en médecine. C'est marrant quand même. Hein, non, peut-être parce que quand les médecins ne savent plus, ils demandent des miracles. Et moi, j'en fais pas non plus. Mais je pense que c'est un beau clin d'œil. Encore une fois, je ne parle pas de ma personne. Hein, ne pensez pas que je ne suis pas plus narcissique qu'un autre président d'université. Mais je suis très impressionné par la maturité de ma communauté. Parce que justement, je pense qu'une des conditions d'être une université, avant même que de défendre nos libertés ad extra devant des ministres, des lobbies, etc., c'est est-ce qu'on est capable de vivre en interne des libertés académiques. Et donc, moi, je voudrais commencer par ce premier point. Il y a les 3 articles qu'a cités notre collègue, mais il y a d'abord un président a des droits et des devoirs. Il doit faire vivre une communauté d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, qui ont des droits de citoyens, qui ont des droits spécifiques quand ils sont étudiants. Par exemple, ils ont le droit d'avoir une formation de qualité, ils ont le droit d'avoir un État qui protège leurs enseignants, qui protège l'université des intrusions idéologiques et autres. Et donc, je pense que les libertés académiques, elles ne sont pas simplement la défense frileuse d'une catégorie socio-professionnelle qui s'appelle les enseignants-chercheurs, qui serait, comme ça, au-dessus de toute la société française, puisque la liberté de l'enseignant-chercheur est presque infinie. Voilà, donc c'était une introduction, si vous voulez, mais qui me semblait important pour dire que c'est à mes yeux quelque chose que nous vivons en interne très bien. J'entends que depuis quelque temps, et ce sera peut-être l'objet du débat, et c'est dans le libellé du cahier des charges ce soir, j'entends que l'évolution des établissements, leur structure, les EPE, donc établissements expérimentaux, par exemple, comme Lille, aujourd'hui, des questions se posent sur la pérennité des libertés internes quand les structures bougent. Par exemple, est-ce que de fusionner des universités avec plusieurs couches de représentation démocratique ou pas démocratique favorise alors je ne parle pas de la liberté comme telle, mais favorise la vie académique avec la liberté qui va avec, ou au contraire, est-ce qu'on s'enferme dans des structurations qui progressivement vont éteindre la démocratie directe, parce que nous sommes quand même privilégiés, les étudiants, les enseignants-chercheurs, les personnels élisent, alors pas le patron, parce qu'un président finalement n'a pas tellement de pouvoir, mais ils élisent quand même leurs instances. Le CA, le président, les vice-présidents, chez nous on élit les vice-présidents, ils sont élus, ils ne sont pas nommés. Donc on a une formidable arme dans les universités qui s'appelle la démocratie interne. Et je parlais tout à l'heure avec votre représentant étudiant, je ne suis pas content quand dans mon université, on oscille entre 8 et 10% de représentation des étudiants aux élections. Voilà. C'est une vraie question. Donc voilà, avant de parler de notre défense des libertés ad extra, je crois qu'il faut vraiment rappeler que nous avons en interne une vie démocratique certainement perfectible. Nous nous auto-organisons. Dans une université, on fait autant de commissions qu'on veut. On se donne autant de temps de délibération qu'on veut. Donc, je veux dire, on a vraiment de formidables outils pour faire vivre la démocratie interne dans les universités. Par exemple, en ce qui nous concerne, moi, j'ai organisé un schéma directeur de la vie étudiante, qui a été un travail de top-down. Et puis ensuite, bottom-up, tout le monde remontait des questions. On a fait la stratégie d'établissement à 2030, on l'a faite en démocratie directe. Donc, je ne dis pas qu'on est bien, mais je pense que la participation de toute la communauté universitaire est une force vis-à-vis de ceux et celles qui voudraient mettre sous le boisseau les libertés académiques. Encore faut-il, comme le dit un certain journal, que l'on s'en serve, la liberté,
ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et donc, mon inquiétude, ce sont les taux de participation étudiants, une certaine érosion des syndicats traditionnels. Voilà, donc ça c'est ad intra. Donc avant de revendiquer vis-à-vis de l'État, des entreprises, des politiciens, que sais-je, des libertés, est-ce qu'en interne, on se bat pour une démocratie interne telle que la loi nous la donne? Voilà, c'est une question. Et je n'ai pas de réponse. Alors, on a évoqué les trois articles du Code de l'éducation. Je voudrais simplement noter ici le caractère extrêmement peu juridique. Moi, je parle devant un juriste. C'est quand même extrêmement flou. Hein. Donner les moyens, l'indépendance, la sérénité, la tradition, bon, ce sont des concepts extrêmement flous. Mais je voudrais, si vous voulez, donc en 3 temps, donner 3 éclairages extrêmement sporadiques, mais c'est pour nourrir le débat. Mon premier point, c'est donc les 3 articles que j'utilise pour m'appuyer. Donc le premier, c'est, j'appelle ça les conditions. Le deuxième, j'appelle ça la franchise, au sens médiéval du terme. Et mon troisième point, c'est la liberté. Premier point, donc je rappelle ce qui a été dit, l'article L123.9. Les pouvoirs publics doivent donner les moyens d'exercer les activités d'enseignement et de recherche dans l'indépendance et la sérénité qui doivent présider à la réflexion et à la création intellectuelle. Je voudrais ici pointer le mot de sérénité. Les conditions de la liberté académique, c'est un débat serein. Alors il peut y avoir de la passion. Moi, personnellement, je ne suis pas dans les tièdes. Parfois, je m'emporte. Hein, voilà. Mais ce n'est pas une sérénité, si vous voulez, d'indifférence. Sérénité au sens où l'on doit garantir qu'une personne qui émet une opinion qui est même archi-minoritaire n'est pas le lendemain objet de pression, de mails vengeurs, d'affichage, voire de détritus devant sa porte, etc. J'ai un exemple sur la maladie de Lyme, qui en Alsace est très présente. Nous avons des médecins qui ont des théories sur la maladie de Lyme, qu'ils prouvent, mais qui ont été molestés par des groupes de malades, enfin des associations de protection des malades, sous prétexte qu'ils allaient contre leurs opinions. Donc on doit faire attention. La sérénité du débat est absolument indispensable. Hegel disait que la liberté, c'est l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'il faut organiser le débat démocratique, la confrontation des idées, et ça, c'est un élément important. D'où aussi, toujours mon premier point quant à la condition, l'Université de Strasbourg est une université qui est marquée par son histoire. À la fois, nous sommes nés protestants, puis on est devenus catholiques, et ensuite on est à la fois catholique, protestant, athée, mais on est aussi surtout allemand et français, puisque l'Université de Strasbourg a été allemande à une époque. Je ne parle pas de l'époque nazie, tragique, mais nous avons quand même été pendant 40 ans une université du Reich, fondée par des spécialistes de l'université de Berlin, qui a un idéal qu'on appelle l'idéal de Humboldt, c'est-à-dire c'est en 1810 que ce haut fonctionnaire est chargé par le roi de Prusse de créer les universités qui s'opposent complètement au schéma français. Les universités allemandes se construisent sur la liberté de la recherche, et c'est ça qui est déterminant. La France, ce sont des curriculums de formation. L'Allemagne se crée sur la recherche, et c'est ça qui est déterminant. C'est-à-dire que la liberté de chercher fonde la liberté d'enseigner. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'université humboldtienne, Lille en est un exemple, c'est un gros potentiel de recherche qui suscite un gros potentiel de formation, et non pas l'inverse. Alors je caricature un peu, mais c'est important. La liberté académique, d'ailleurs le mot est intéressant, c'est un anglicisme ou un germanisme, puisque à l'époque où ce mot existe, il est allemand. Akademische Freiheit, academic freedom, alors qu'en France, on ne parle pas de liberté académique, on parle d'université ou de liberté d'enseigner. Donc c'est très intéressant comment le schéma de mon université s'enracine plus sur l'Allemagne que sur le reste de la France, avec des universités très jacobines. Napoléon, enfin, il y avait une université impériale en France avec des succursales facultaires en province, comme on disait. Donc je crois qu'on se fonde vraiment sur la liberté que moi je revendique, c'est d'abord la liberté de la recherche qui ne doit être bridée par aucun horizon idéologique, et financier et politique. Pour cela, c'est la sérénité du débat, et on le voit avec le Covid. Aujourd'hui, l'opinion publique
est prise à témoin de débats scientifiques, sauf que le français moyen, que l'on baigne dans une espèce d'évidentialisme, on lui a appris à parler les scientifiques à la télé. Moi, je n'ai pas la télé, mais souvent, les journalistes disent les scientifiques. Ce n'est pas vrai, c'est des scientifiques. Bon, on l'a vu autour du professeur Raoult à Marseille. Donc le débat, s'il n'est pas serein, devient un débat qui enferme. Et l'enfermement, c'est tout sauf la liberté. Donc je crois que le premier point, les conditions, la loi française édicte des conditions, mais aussi, et ça c'est un peu vicieux pour nos dirigeants, dans cet article on parle des moyens. Des moyens. Quand moi, j'ai une université qui commence à 45 000 étudiants et qui, 10 ans après, en est à 60 000 avec les mêmes profs, les mêmes mètres carrés, je n'ai plus les moyens. Donc, la liberté, à un moment donné, elle doit avoir des moyens financiers. Parce que si je n'ai pas de moyens financiers, la liberté de créer des nouvelles filières, la liberté d'aller chercher là où personne n'a cherché, je ne l'ai pas, puisque je dois aller au plus pressé avec un budget qui ne cesse de se restreindre. Et pour moi, on oublie trop, c'est mon côté crypto-marxiste, la liberté, c'est aussi des moyens financiers. Et nous ne les avons pas. Après, dans le débat, on peut se demander si des contrats avec le privé privent de liberté ou pas, puisqu'il y a des apports financiers qui sont parfois non négligeables. Mon deuxième point, donc le deuxième article qui a été évoqué par mon collègue, le L141-6, parle de l'objectivité du savoir, de la préservation de l'idéologie, de la religion et de la dépendance de tout lobby que ce soit. Donc moi j'appelle ça la franchise parce que c'est vraiment... l'université est vraiment un territoire qui est franchisé par rapport à toutes ses opinions et par rapport à toutes ses idéologies. Avec évidemment, on n'est pas dans des tours d'ivoire, on n'est pas dans des caissons étanches, il y a des interactions, il y a ça et là des débordements qu'il faut savoir dominer, mais il respecte, je cite toujours, le service public de l'enseignement supérieur respecte la diversité des opinions. Il y a actuellement un gros débat dans nos universités, relayé par Le Monde, Le Figaro, Le Guardian en Angleterre. C'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études en pointe, plutôt en sociologie ou en géographie, sur ce qu'on appelle le wokisme, l'intersectionnalisme, LGBT. Et un des grands reproches qu'on fait à ces recherches-là, disons genre en général, pour faire vite, c'est on dit ça, c'est pas sérieux puisque c'est que des militants qui s'en occupent, et donc c'est caduc, ça n'a aucune valeur scientifique. Bon. Moi, j'interroge simplement quel est leur dossier de publication, quel est le comité de sélection qui les a embauchés. Après, moi, je milite dans ce que je veux. Moi aussi, je n'ai pas envie qu'on dise que mes recherches sont maculées d'idéologie. Non. Donc, aujourd'hui, on a un vrai débat dans nos universités par rapport à une recherche qui est, entre guillemets, commandée par des désirs de faire triompher une vision de l'homme, de la femme et de la société. Alors on le dit pour le wokisme et pour le genre, mais on peut aussi bien le dire pour les sciences. Aujourd'hui, les adulateurs de l'intelligence artificielle, interrogez la communauté scientifique chez vous. Chez moi, il y a des femmes et des hommes qui sont pour la réalité de l'homme augmenté, qui sont pour le post-humanisme. On ne les inquiète jamais, ceux-là. Parce que d'abord, ils n'osent pas le dire. Ils l'écrivent, ils sont dans des cercles différents. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'université est attaquée à gauche, à droite, par des politiques en général, des journaux, sous prétexte que des recherches qui ne font pas plaisir sont guidées par des velléités idéologiques. Bah, écoutez, moi, mon prof de philo en terminale était au Parti communiste français et il nous faisait du Nietzsche à la sauce marxiste. Et je ne suis pas devenu nietzschéen pour autant. Je n'ai pas dit marxisme, nietzschéen pour autant. On savait, mon prof nous emmenait vendre l'Humanité dimanche sur la place Kléber à Strasbourg. Mes pauvres parents pensaient qu'il fallait m'interner. Mais bon, chacun... Je veux dire, à un moment donné, cette collusion, cette frontière entre les convictions personnelles et la recherche sont inévitables. Même un matheux est passionné par ses recherches. Hein. Donc je pense que ce que j'appelle la franchise, elle doit garantir au chercheur d'aller où il veut, y compris d'errer, de se tromper. Le seul critère, il est académique.
il est académique parce que nous sommes à l'université. Si cette personne a des papiers nuls, bah, c'est nul. Bah. Et s'il a des bons papiers, bah, il a des bons papiers. Donc je pense que ça c'est très très important. Et aujourd'hui on confond un peu les deux. Par exemple, tous ceux qui défendent le professeur Raoult disent qu'il est victime d'une exécution médiatique. C'est faux. Ce que le Conseil de l'ordre lui reproche, c'est d'avoir triché sur les conclusions de tests, pas d'être anti-Covid, d'être anti-vaccin. Donc ça c'est très important. Il faut toujours aller ad rem, à la source de pourquoi on conteste une personne dans ses recherches et dans la qualité ou l'intégrité de sa recherche. Mon troisième point, donc, c'est l'article, le troisième article, qui évoque, je cite, « Les enseignants, chercheurs et enseignants jouissent d'une pleine indépendance, d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve, dans fonctions d'enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur impose, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. » Donc, la seule obligation que nous avons, et donc c'est mon troisième point, la liberté, c'est d'être tolérant et objectif. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'université de Lille, on est tolérant et objectif? Voilà. C'est une question. Alors, moi, ici, je pointe aussi un élément absolument déterminant, qui est la clé de voûte de la liberté académique. Et ce matin encore, à mon conseil de présidence, nous avons évoqué une dérive qui nous inquiète beaucoup dans les nouveaux décrets sur les enseignants-chercheurs, qui est le retour probable des listes d'aptitudes qui sont la porte ouverte à l'arbitraire des présidents et de leurs équipes. Aujourd'hui, l'université est un lieu extraordinaire de cooptation, puisque la liberté académique, sa clé de voûte, et je termine là-dessus, ce n'est pas par égoïsme corporatiste, la clé de voûte d'une université aujourd'hui, pour la liberté, c'est que les comités de sélection sont souverains pour choisir les collègues. Il y a des instances de régulation. Mais fondamentalement, les seuls points de régulation, le président peut retoquer un comité lorsqu'il n'est pas dans l'éthique, dans l'objectivité et dans la déontologie. Manque de parité, trop d'internes, conflit d'intérêts, etc. Bon. Mais sinon, la liberté académique, aujourd'hui, les présidents ont perdu le droit de veto. Autrefois, les présidents, quand j'étais prof, un président avait le droit de veto, c'est-à-dire un professeur élu pouvait être retoqué. Aujourd'hui, ça doit passer au conseil d'administration, au conseil académique. C'est beaucoup plus compliqué. Ça, chez moi, ça n'a jamais eu lieu. Bon. Donc, je pense, on peut améliorer. Il y a toujours des gens qui vont se plaindre qu'ils ont été l'objet d'un lobby. Ça existe, on est des humains. On n'est pas des ordinateurs. Et clairement, l'embauche reste un art, non pas approximatif, mais sujet à... On est des humains. Mais en gros, pour moi, la clé de voûte de la liberté académique, c'est vraiment les comités de sélection et la cooptation. D'où la question, mais je ne veux pas faire trop boutique, la question de toute une frange d'enseignants qui sont j'en ai discuté hier soir avec les collègues du Grand Est, à Nancy notamment, c'est ce qu'on appelle les professeurs non chercheurs, donc agrégés et certifiés d'enseignement supérieur, qui sont très nombreux et qui jouissent, quand ils sont chez nous, de la liberté académique, mais qui dépendent du recteur. Parce que le recteur, dans nos universités, il est chancelier des universités, il est là pour faire respecter la loi, mais il n'a aucun droit d'ingérence, sauf pour les INSPE, donc pour les écoles de formation des maîtres, parce qu'il est employeur. Voilà, il est prescripteur de programmes. J'en ai un exemple. L'université n'a pas de programme que l'État détermine. Nous avons des parcours qui sont plus ou moins validés. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est avec la commission d'ingénieurs. Pour les médecins, ça se passe avec évidemment le ministère de la Santé. Donc on a une régulation des libertés académiques dont la clé de voûte, me semble-t-il, est du côté de l'entrée dans la carrière, les comités de sélection entièrement souverains, et de l'autre côté, ça vient d'avoir lieu aujourd'hui à Lille, ce sont les différents conseils centraux qui sont l'émanation d'une démocratie directe. Au fond, les présidents sont élus à un suffrage à 2 degrés, une démocratie directe pour les représentants étudiants, les représentants des personnels d'IAT, les représentants des enseignants, chercheurs et les personnalités extérieures. Tout ça forme un CA qui élit le président. Alors,
formes probablement qui peuvent être améliorées. Je donne un exemple, une université qui nous est très proche parce qu'on travaille beaucoup avec elle, qui est Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve a essayé comment dire, Louvain-la-Neuve, ça s'est créé en mai 68 contre Leuven, la vieille université conservatrice protestante, et les cathos-fous de 68 ont créé Louvain. Et ce qui est intéressant, à Louvain, dans les années 90, ils ont décidé d'élire le président au suffrage universel. C'est-à-dire du cadre C, ouvrier du bâtiment, jusqu'au directeur de recherche, étudiants, profs, tout le monde mettait comme le président de la République en France, quoi. Ils y sont revenus parce que justement il y avait un petit problème de court-circuitage. Parce que du coup, la légitimité du grand nombre par rapport au conseil d'administration, il y a eu un conflit énorme entre. Il y a un président qui a commencé à lui a monté à la tête. Du coup, il y a eu un conflit incroyable avec. Donc, on est revenu à des choses beaucoup plus fluides, à savoir des conseils, des commissions et des élections indirectes ou en tout cas de collèges. Alors, je termine. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, là où je suis, je sens que les libertés académiques sont plus en danger qu'autrefois? Je crains de faire une réponse normande, mais je vais quand même la tenter. Je dirais dans la partie qui nous est... Comment dire? Dans les instances où nous sommes souverains. Je crois que nous continuons à avoir une très forte latitude dans les libertés académiques. Là où je suis plus circonspect, je reviens à la question des moyens, c'est que lorsque nous sommes obligés d'aller chercher des financements ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est le diable. Ça ne veut pas dire, quand vous avez... Moi, j'ai 4 prix Nobel de chimie chez moi. Si vous leur dites qu'il ne faut plus bosser avec Solvay, avec BASF, ils partent. Je veux dire, pareil, on a signé un accord avec Dassault Aviation. Voilà. Il faut être prudent. Les contrats, c'est fait pour respecter la liberté de chacun. Ça existe, on a des juristes. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de chercheurs nous disent qu'ils passent leur vie à chercher de l'argent, à faire des appels à projets. Alors, ce n'est pas une attaque frontale de la liberté de penser, mais c'est une mise en concurrence, une mise en concurrence qui fait qu'à un moment donné, c'est plus la question de la liberté proprement dite qui est en jeu, mais c'est la qualité de l'enseignement et de la recherche qui est mise en cause. C'est-à-dire quand une université a les moyens de capter les grands chercheurs, de capter les grands savants. Et moi qui suis frontalier, vous l'êtes avec la Belgique, moi avec l'Allemagne et la Suisse, moi, la liberté académique, elle tient aussi au portefeuille. C'est-à-dire que quand on perd des grands enseignants-chercheurs parce qu'on est incapable de les payer et qu'il suffit de traverser le Rhin pour avoir un salaire 2 fois plus élevé, voire 3 fois si c'est la Suisse, là aussi il y a une vraie question de liberté. C'est-à-dire je ne suis plus libre de garder les grands chercheurs que je voudrais et qui voudraient rester. Et qui, et je le comprends, femmes et enfants, carrière, quand on a des grandes maisons comme Zurich et Lausanne en face, quand on a Tübingen, Heidelberg, c'est prestigieux. Donc moi, je sens, si vous voulez, subrepticement, la question des moyens, progressivement ankyloser l'agilité institutionnelle nécessaire. Et je redis que lorsqu'on n'a pas les moyens de créer des nouvelles formations, de répondre aux attentes sociétales, c'est une forme de liberté d'entreprendre. On parle de création, on parle de création dans l'article. C'est une forme de création que nous n'avons pas. Bon. Alors je terminerai là-dessus. Moi, comme universitaire, bientôt en fin de carrière, alors je suis effectivement théologien, mais mes premières amours, cher ami, je suis certifié d'allemand. Mes premières études ont été des études germaniques. Et après, vous pouvez m'interpeller comme vous voulez. Pour moi, fondamentalement, le salut du peuple juif, c'est une libération. La matrice biblique de ce qui est le salut, je ne vous fais pas un cours de... Je ne prêche pas. Vous allez dire pourquoi. C'est la libération. Pour moi, l'université, je termine là-dessus, et c'est mes convictions chrétiennes qui parlent, c'est un instrument de libération. Et pour l'être, elle doit être un lieu de liberté. Libération par rapport au statut de beaucoup de femmes, de certains adeptes de familles politiques ou religieuses,
je ne peux être libérateur que si je suis libre, mais pour moi, c'est d'abord former, chercher, c'est apprendre à faire des citoyens libres. Et vous savez qu'on parle beaucoup des Lumières en France, mais mon université est marquée par une génération d'avant Rousseau, qui est Kant. Et pour moi, au frontispice de notre université, il y a cette phrase que je livre à tous les étudiants, « Apprenez à penser par vous-même ». C'est ça le slogan de Kant. Et donc l'autonomie rêvée de Kant, nous l'aurons le jour où nous aurons les moyens financiers d'être vraiment autonomes, parce que l'est-on quand on a 85% de son budget qui dépend de l'État. Bon, je préfère quand même dépendre de l'État que d'un sponsor du golf ou de quelque part, mais quand même, c'est l'autonomie aujourd'hui, alors je peux le dire, pour mettre un peu de sel ou de poivre, sous la présidence actuelle, l'autonomie a régressé. L'intrusion des recteurs est de plus en plus importante. Trouver mon master est la dernière formule trouvée. Donc nous sommes aussi là en train de nous battre pour que l'autonomie qu'on a chèrement obtenue ne disparaisse pas.